Camille, viens là. Doucement, doucement. Camille. Allez, chut, reste concentré. Alors là, on essaye de la reconcentrer un petit peu sur un puzzle. Une activité qu'elle aime beaucoup. Camille avait de grandes difficultés depuis toute petite et on voyait que les difficultés allaient en grandissant étaient de plus en plus importantes et que du coup il fallait préparer ce qu'elle allait faire après l'école parce qu'on savait très bien qu'elle ne resterait pas à l'école. Alors Raphaël est en Ulysse depuis 3 ans. Il a une prise en charge ABA le matin, donc toutes les matinées il travaille sur les apprentissages. Et l'après-midi, on a fait le choix qu'il aille en Ulysse pour travailler la généralisation de ce qu'il apprend le matin et puis travailler aussi la socialisation avec d'autres enfants. On y va. Allez, tu en mets 2. Tu prends une perle. Tu prends une perle. On a essayé plein de choses. On a acheté plein de choses, mais en fait, on n'y arrivait pas, on n'avait pas le mode d'emploi, quoi. Parce qu'en fait, une activité, un jeu qu'on va acheter pour un enfant ordinaire, on va jouer avec lui, avec le bon mode d'emploi. Qu'avec nos enfants, il faut l'adapter. Avant, je me sentais inutile, quoi, parce que c'est, je veux dire, on essayait des choses, on s'épuisait, on n'y arrivait pas. Du coup, à la fin, on baissait les bras, et puis c'est décourageant d'essayer des choses et tout, et puis de ne pas y arriver. Alors, c'est très culpabilisant, parce qu'on se dit, en fait, on ne lui donne aucun outil. Aucun système qui lui permette de s'exprimer, mais ça doit être horrible de ne pas pouvoir s'exprimer. En France, on a beaucoup de retard sur la prise en charge de l'autisme et des troubles du développement et du handicap en général. En 2012, on a des recommandations de bonnes pratiques qui sont sorties sur l'autisme pour la prise en charge des enfants et des adolescents. Et ces recommandations de bonnes pratiques, elles prônent les méthodes éducatives, psycho-éducatives, donc approche comportementale et approche développementale, donc des outils de communication, comme on peut voir, comme certains enfants l'utilisent, comme le PEX, le POD, etc. Et ça fonctionne, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Très bien, Camille. Tu veux un gâteau? Tu veux un gâteau? Oui? Comment tu dis? Encore. Quand on a commencé, elle avait déjà 6 ans, donc on n'était plus sur une intervention précoce quand même. Et en peu de temps, elle a énormément évolué. Déjà, rien qu'au niveau communication, c'est une enfant qui est peu verbale, donc il dit quelques mots, mais en dehors de 4-5 mots, ça s'arrête là. Donc le fait de lui mettre un outil de communication dans les mains, de suite, elle a commencé à faire des phrases de 4-5 éléments, en juxtaposant des pictogrammes les uns à côté des autres. Aujourd'hui, quand ça va bien, en fonction des journées, elle est capable de rester 1 heure ou 1 heure et demie sur une activité. Camille est en train d'écrire une lettre. Donc on a découpé, elle a découpé les pictos. Allez, Camille, tu la colles? Après on va aller la poster. Tiens, regarde ce que tu fais. Camille, regarde ce que tu fais. Raphaël a eu un très bon éducateur qu'il a depuis l'âge de 4 ans et c'est toujours le même qui s'occupe de lui. Il a énormément fait progresser Raphaël et surtout il lui a fait prendre goût aux apprentissages, donc il prend beaucoup de plaisir à apprendre, c'est fait sur un mode ludique. Donc c'est intéressant parce qu'il aime apprendre et il prend plaisir à apprendre et il est fier de ses réussites. Les enfants qui ont un handicap ou un trouble du développement de manière générale, ils ont des besoins spécifiques pour apprendre et on sait qu'ils ont besoin d'approches adaptées. Voilà, en tout cas, c'est ce qui fait que ça leur permet d'apprendre. Ils ont besoin également d'un projet individuel personnalisé, c'est-à-dire qu'on va, un psychologue, une équipe pluridisciplinaire va les évaluer et va définir des objectifs de travail dans tous les domaines de développement. Camille, allez, dans la voiture. Camille. Alors là, on amène Camille poster la lettre qu'elle vient d'écrire. Elle l'a donnée directement à la postière et elle va la payer pour acheter le tien. Camille, tu prends la lettre? Prends la lettre, tu la donnes? Voilà. Oui. Allez, 1,60 € s'il te plaît.
donne les sous. Merci Camille. Allez Camille, tu prends les sous et tu les mets dans ton porte-monnaie. Voilà. La main. Au revoir. L'objectif c'était répondre par courrier et ensuite de venir toute seule poster la lettre pour apprendre à travailler sur la monnaie, sur l'échange avec l'extérieur. Ça a été ou pas? Oui, très bien. Elle a été très sage. Dans la voiture, elle a payé. Voilà, la pièce de 2 €, elle a rangé sa monnaie. D'accord. Très très bien. Super. Camille va également à l'école. Ça lui a permis notamment de généraliser certains apprentissages, c'est-à-dire qu'elle est en capacité aujourd'hui de transposer des acquis qu'elle a appris à domicile avec d'autres personnes dans d'autres lieux. Normalement, les travaux qu'on fait ici, c'est pour apprendre à compter. Donc voilà, normalement, on compte les fleurs, etc. Ou quand on fait la mosaïque, on compte tous les tessons de mosaïque. Pour maman. Et si tu veux, on fait celle-là pour maman. Celle-là pour la maison, d'accord, et celle-là pour maman. Et au-delà de ça, l'école lui permet d'avoir des contacts, davantage de contacts avec l'extérieur, donc de développer des compétences sociales et d'avoir des comportements plus appropriés. Moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait des alternatives comme ça pour ces personnes-là qui n'ont pas accès au même mode d'éducation que tout le monde. C'est vrai qu'on n'en entend pas souvent parler et je pense qu'il y a beaucoup de familles qui pourraient en bénéficier plus. Un enfant autiste ou un enfant TSA, TDAH, etc., il a un autre mode de fonctionnement cognitif et perceptif. Par le fait d'avoir cet autre mode de fonctionnement, il a besoin d'avoir d'autres outils d'apprentissage, parce que sinon il ne pourra pas accéder aux apprentissages comme les autres ou accéder à la communication ou à la vie sociale. Et c'est ça qui est important. Donc, du coup, nous, l'idée, en tout cas, dans les sensibilisations qu'on essaie de proposer, c'est vraiment d'ouvrir ce regard pour essayer de se dire, mais voilà, comment pense une personne avec autisme? Mais elle ne pense pas comme moi, elle n'a pas la même façon de percevoir les choses que moi. Et c'est de là d'où il faut partir, en fait. Si on part de ce mode différent, on arrive à comprendre et à proposer des outils. Et quand on a compris qu'il fonctionne différemment au niveau sensoriel, au niveau de la communication, on peut se dire, ah ben tiens, l'importance de l'adaptation, elle est là et c'est pas juste, c'est pas une option, c'est une nécessité. Enfin, je veux dire, il peut pas vivre sans. Alors, le domaine des collines est un endroit où plusieurs familles vont se retrouver avec des fratries qui vont partager en fait un moment ensemble dans un espace ouvert. Ceux qui ont envie de jardiner peuvent jardiner, ceux qui ont envie plutôt de se balader peuvent se balader, ceux qui sont attirés par les animaux peuvent aller voir les animaux. Donc travailler la mixité, mélanger les enfants autistes et les enfants neurotypiques, donc ordinaires, ceux qui n'ont pas de handicap, c'est une façon aussi de permettre au mot loisir de s'adapter à tous les enfants, parce que dans tous les cas, ça s'adapte à tous. Hein. Vous donnez à chacun un morceau de légumes, une moitié de légumes, et vous allez devoir rechercher l'autre moitié et demander à vos copains et copines où se trouve l'autre moitié. Ah ben... Les radis. Colline, ta courgette. Votre courgette, les filles. De la courgette. Sur le terrain, les enfants jouent ensemble et s'amusent ensemble, se disputent ensemble, s'épatent ensemble devant les moutons et devant les cochons. Devant le même goûter, et ça permet à tous les enfants d'avoir un loisir qui soit éloigné et de l'école et du domaine médical et du domaine trop protégé et du domaine familial. Ça permet aussi aux parents de voir que leur enfant est un enfant comme les autres. Viens. Ah, elle veut le casque, je pense.
Ah oui, peut-être, ouais. On va mettre le casque. Tu viens? On va aller mettre le casque. Non. Oui, chérie. Allez. Oui. Pourquoi c'est important que des personnes en situation de handicap et des personnes en situation ordinaire puissent être en contact? C'est parce qu'on sait par de nombreuses recherches que c'est via le contact qu'on va diminuer les préjugés négatifs que les personnes peuvent avoir vis-à-vis du handicap en général. On sait par exemple que les personnes handicapées peuvent générer des émotions comme la peur et ces émotions vont empêcher en fait d'avoir des comportements inclusifs parce qu'on a beau savoir ce qu'est le handicap, si on en a peur, on ne va pas forcément être inclusif vis-à-vis de cette personne. Donc en fait le levier le plus important pour favoriser l'inclusion et diminuer les préjugés qui peuvent être négatifs vis-à-vis des personnes handicapées, le levier le plus important c'est de passer par le contact. C'est vrai qu'avec des enfants jeunes, c'est pas forcément évident de leur expliquer les choses. Là, le fait de les confronter à d'autres personnes handicapées, c'est une bonne chose. Ça leur ouvre ça leur permet de voir les choses différemment en fait. De mieux comprendre certaines choses. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que non, c'est une très bonne chose. Tu t'appelles comment? Colline. Colline. Il y a des enfants autistes et pas autistes. Et alors, qu'est-ce que ça apporte aux uns et aux autres? Bah ça nous permet de parler, je sais pas, ça nous permet de faire Ça vous connaissance. permet de parler, de faire connaissance. On fait des nouveaux amis. Moi, ça me pose pas le problème, c'est s'il y a des enfants handicapés, c'est pas grave. En fait, ils ont un handicap particulier, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même handicap. Par exemple, ma sœur, elle parle pas. Voilà. Est-ce que c'est un problème pour s'amuser, par exemple? Bon, non. Ce sont des enfants qui sont un peu mis à l'écart, qui ne sont pas bien intégrés dans la société aujourd'hui de façon générale. On leur dit non, voilà, et cet enfant-là ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Nous, on n'est pas en capacité d'accueillir. Et nous, l'idée ici, justement, c'était de dire tout le monde peut venir et de les accueillir les bras ouverts. On mélange l'aspect le potager avec les animaux, ça, en pleine nature, c'est très agréable. Le premier arrivé, c'est celui qui parle le premier. Alors, qu'est-ce qu'on a planté cette année? Je me rappelle. Moi, je me rappelle plus. Des courgettes. Ah, et regarde s'il y en a une. Regarde si elle est belle. Et par contre, là, la dernière plantation, les salades, c'était réussi, bien arrosé. Et les tomates, bien. Les enfants apprennent à planter. Il y en a qui savent jardiner, on les voit. Il y a des grands-parents qui jardinent. Oui. Ah, mais ça se voit. Et puis, il y en a d'autres qui apprennent. Il y en a une. Allez, passe ta jambe de l'autre côté. Allez. Allez. Ah, super. Comment tu t'appelles, Anna? Lola, bonjour Lola. Bravo. Super. Bravo, Sarah. Est-ce que tout le monde a réussi son premier exercice? Oui. Ah, très bien. Tout le monde joue, passe une heure et demie agréable. Et c'est vrai qu'on est toujours confronté à notre solitude parfois, de rester seul à la maison, de faire attention à notre enfant. Et là, de pouvoir trouver des endroits comme celui-ci pour qu'ils puissent lâcher un peu les chevaux et de jouer et puis de rencontrer d'autres personnes qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une riche idée de pouvoir déjà partager avec d'autres enfants qui ne sont pas du tout porteurs de handicap. Comme ça leur permet de se familiariser avec ça, puis se rendre compte que c'est pas si grave que ça. Camille, encore? Tout le monde arrive. Oui. Je comprends pas. Encore Camille? Encore. Ils sont peut-être différents de nous, mais moi je m'en fiche, parce que ça reste des enfants, ça reste des copains. Les familles d'enfants qui ont des handicaps ont du mal à trouver des instants de répit. C'est compliqué, ils ne sont pas dans le répit, ils sont sur du 24 heures, sont sur du 24-24 en train de trouver des solutions pour les problématiques qu'ils viennent de vivre et les nouvelles problématiques qu'ils vont devoir affronter. Cette mixité-là, c'est un espèce de petit temps de répit où ils voient aussi leur enfant par un autre prisme. Alors, on a trois façons. Généralement, quand on les dépose à l'école ou dans l'association,
on n'est pas là pour voir les interactions qu'ils vont avoir avec d'autres, tandis que là, on va tous être présents dans des temps plutôt légers, sans contraintes, sans objectifs particuliers. Ils font pas, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'objectif comme il peut y en avoir à l'école. Donc c'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous permet de nous observer aussi comment est-ce que ça se passe. Super, bravo. Amandine, elle va monter sur... Regarde, je te montre comment on fait. Regarde, tu mets comme ça et tu brosses comme ça. Faut lui enlever toute la poussière. Personnellement, je gérais plutôt ça dans mon coin et en famille. Et donc c'était plus intéressant de se confronter aux autres familles, de voir d'autres enfants, puis de permettre à Anna d'évoluer dans un cadre aussi voilà, différent. On a l'impression d'être dans une grande famille, quoi, voilà, c'est sympathique. Alors, ils sont prêts à manger. C'est la 3e année qu'on fait ça avec Lucas. Ben pour nous, ça a été, quand on nous a proposé de participer à cet échange, ça a été quelque chose de... je dis oui, on a dit oui tout de suite, que ce soit moi ou Lucas. Voilà, je me rends compte que ça lui a apporté énormément. Entre nous et les enfants qui ont des difficultés, du coup, ça permet de communiquer. Et aussi, par exemple, on sait mieux comment ça fonctionne, leur système de parler avec des images. On nous a proposé de venir aujourd'hui en fait, de découvrir en fait le monde de l'autisme, ce que c'est exactement, et aussi mais voilà, apprendre cette mixité, apprendre de la différence, découvrir. Moi j'aime bien, je découvre des gens nouveaux, des fois je me fais des amis, je m'amuse avec eux, je découvre des choses et j'aime bien. Ce qui est intéressant, c'est l'échange avec les autres mamans ou papas, où on se rend compte qu'au quotidien, ils n'ont pas du tout le même quotidien que nous. Qui veut du coca? Qui veut du coca? Nous, elle va nous faire un caprice parce qu'elle n'a pas eu le dernier jouet à la mode et ça va nous énerver beaucoup. Et quand on se dit, elle nous fait un caprice pour la dernière poupée, mais elle va bien, quoi. Elle va bien, elle grandit, elle avance, on n'a pas de soucis au quotidien. Si c'est juste un caprice pour la dernière poupée, on passera à autre chose après, c'est pas grave, quoi. On relativise. On voit les enfants jouer ensemble, on voit aussi les sensibilités des autres fratries, avec un regard assez bienveillant sur nos propres enfants. C'est assez riche, il y a un côté très protecteur. Ils vont être moins bruts, ils vont être moins directifs et plus doux. Non, tu ne manges pas de chocolat, c'est pas possible. Un enfant grandit parce qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à lui. Et le temps scolaire et le temps sportif, forcément, et le temps du centre de loisirs, c'est un temps indispensable aussi pour que tous les enfants grandissent de la même façon. Les loisirs, c'est en fait tout à fait aussi important que l'école, puisque c'est aussi un endroit où l'enfant va se socialiser. Ces petits temps-là de lumière permettent aux parents d'entrevoir la possibilité de l'inclusion dans le reste de la société. Au revoir. Dans les classes, alors on parle de maternelle et de primaire principalement, puisqu'on intervient principalement de la grande section jusqu'au CM2. Dans ces classes-là, les enseignants de plus en plus rencontrent des profils d'élèves différents. Des profils qui vont être diagnostiqués parfois parce qu'il y a une pathologie qui vient avec, des enfants qui ont une hyperactivité ou une superactivité qui n'a rien de pathologique, mais ils sont superactifs, des enfants autistes, ou avec également des enfants qui ont des troubles du comportement ou de l'attention. Nous, n'importe quand, ça peut arriver n'importe quel jour, avoir des parents qui nous disent, ben voilà, mon enfant, il présente tel et tel profil, il est autiste ou il a autre chose, il va venir dans votre école. Et alors, qu'est-ce que je vais leur répondre ? Il va bien falloir que je leur dise, eh bien oui, bien sûr, nous on va l'accueillir parce qu'on peut faire ça, on a ça, et voilà. Et donc on est obligé de fédérer les enseignants autour de nous et de faire en sorte qu'il y ait une discussion qui s'installe. On doit se préparer à ça. C'est notre rôle, puisqu'on accueille les enfants, c'est notre rôle de le faire.
L'inclusion scolaire, c'est la première étape vers l'inclusion plus générale dans la société. Pour donner l'exemple de l'inclusion scolaire, on pourrait penser que scolariser des enfants suffirait à les inclure à l'école. Sauf qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'inclusion scolaire, c'est pas que la scolarisation, c'est le fait de prendre en compte chez les enfants qui présentent un handicap leurs spécificités, leurs besoins spécifiques et d'adapter en fait l'environnement scolaire et les pédagogies à ces spécificités. Donc voilà, il ne faut pas penser que en scolarisant un enfant ou en donnant du travail à une personne, on va l'inclure. Inclure, c'est un processus et ça demande des adaptations de la part de l'environnement qui est censé être inclusif. C'est bien de dire on va accueillir, mais si les enfants ne savent pas ce que c'est qu'un enfant différent, s'ils ne savent pas comment fonctionne un autre enfant et qu'ils ne fonctionnent pas comme eux, comme ils ont l'habitude de faire, eh ben ça ne peut pas fonctionner. On a réfléchi, on s'est dit que ce serait intéressant de partir de notre expérience et un regard pluridisciplinaire, donc en mêlant différents professionnels, pour créer une mallette avec une sorte de boîte à outils qui puisse permettre justement d'accueillir des enfants différents dans des classes, dans de meilleures conditions. Nous, on est parti sur des mallettes avec 10 domaines de compétences. Pour pouvoir s'ajuster au mieux à ces enfants, il faut des outils. Et donc la mallette, elle apporte ces outils-là. La sensibilisation, elle va apporter aussi, je dirais, la formation qui va autour, parce que c'est des outils qui ne sont pas forcément toujours très simples à utiliser. Enfin, ça demande un petit peu de pratique. Je pense que c'est abordable pour tout le monde, mais voilà, ça demande un petit peu de pratique et d'explication. Tu as très bien travaillé. Tu peux faire ton exercice, jouer avec ton stylo. La mallette pédagogique, elle a été prêtée à l'école dans une classe ordinaire où il n'y a pas d'enfants présentant un handicap spécifique. L'objectif, c'était vraiment de faire découvrir la mallette à des enfants ordinaires pour qu'ils puissent s'approprier les différents outils qu'on peut utiliser avec les personnes avec autisme. Qu'est-ce qu'il y a à la balle? Et là, je suis en train de te montrer que à chaque fois, on associera l'image à l'objet. En fait, dans la mallette, tu as plusieurs livres. Tu as des livres qui apprennent à parler pour ceux qui ont du mal à parler, à lire et à bien se concentrer pour travailler. On a lu des livres avec les pictogrammes. Après, c'était des albums sans pictogrammes, mais pour comprendre comment elle est autiste. Comme ça, on peut lui parler avec ses signes à lui. On peut lui montrer des signes pour lui parler dans son langage. Et l'objectif de mon intervention, c'était de pouvoir expliquer aux enfants comment on utilisait certains outils de la mallette et répondre à toutes leurs questions par rapport à ce handicap et au handicap en général. Quand on lui parlait, il tournait la tête et il faisait comme... il nous ignorait. Est-ce qu'il vous ignorait vraiment? Si, il nous écoutait, mais il était concentré sur ce qu'il faisait. Oui. Ils entendent très très bien. C'est juste que leur cerveau, quand ils sont occupés à faire quelque chose, ils ont du mal à entendre et faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est comme si en effet ils étaient sourds, mais en fait ils entendent très bien. En général, quand ils ne connaissent pas le handicap, ont une assez grande appréhension des personnes avec autisme parce qu'ils peuvent avoir des comportements bizarres, inappropriés, et qui du coup, après la découverte de la mallette et des explications sur le handicap, ont une moins grande appréhension, ont plus d'outils avec eux pour pouvoir entrer en communication avec ces personnes et mieux les comprendre. Surtout. Et en quoi il n'est pas pareil que vous? Ils sont comme nous, mais il y a des choses qui font moins bien que nous, des choses qui font vraiment mieux que nous. Ils n'arrivaient pas à rester en place, ils bougeaient tout le temps. Oui. Ils faisaient beaucoup de bruit aussi. Oui. Alors ils sont différents de nous parce qu'on verra qu'ils comprennent les choses différemment de nous. Des fois, ils s'amusaient à casser ses affaires. Par exemple, les règles. Les personnes avec autisme, elles ont beaucoup de particularités sensorielles. Elles vont aller rechercher des choses agréables, soit par le bruit, soit par la vision, soit par le toucher. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Au lieu d'aller les rechercher, ils vont les fuir. Quand ils vont entendre des bruits, ils vont se mettre les mains sur les oreilles. Alors cette mallette pédagogique, elle a aussi l'avantage, c'est que les outils qui se trouvent dedans peuvent être utilisés pour n'importe quel type de handicap. Donc si on retrouve des personnes avec une déficience intellectuelle, un handicap moteur ou un handicap visuel, une surdité, il y a toujours des objets dedans qu'on pourra s'approprier pour faciliter la communication, faciliter la gestion émotionnelle, la relaxation,
tout l'aspect motivationnel des personnes. Donc elle a l'avantage de pouvoir être généralisable sur tout type de handicap et aussi pour les populations d'enfants ordinaires. Cette mallette, c'est un outil supplémentaire pour nous enseignants au niveau pédagogique, pour pouvoir accueillir tous ces enfants qui sont différents. Et donc ça nous apporte et du matériel et une nouvelle façon de penser et de faire qui est complémentaire à ce qu'on fait déjà avec nos élèves. Et ça devient indispensable. Les enseignants sont formés à favoriser les apprentissages, à des techniques pédagogiques, mais des techniques pédagogiques qui, la plupart du temps, quand même, sont adaptées aux enfants qui se développent de manière, on va dire, typique, ordinaire. Lorsque ces enfants sont un petit peu moins sur ce développement linéaire, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de techniques. Et d'ailleurs, les enseignants le disent, on a besoin de formation, on a besoin qu'on nous montre. C'est pas forcément très intuitif d'apprendre à un enfant qui n'a pas le même processus d'apprentissage qu'un enfant au développement typique. Cette mallette, alors on l'a eue depuis l'année dernière. Son rôle, c'était de nous permettre de découvrir différents objets et différentes activités. C'est venu à la suite d'une intervention donc, des deux associations, les Mojossi et d'une rive à l'autre, qui nous avaient apporté un peu des éclairages sur l'autisme de manière générale. Donc ça, c'était il y a 2 ans. On nous a fourni ce matériel-là avec pour objectif de le tester, de l'expérimenter. La main, elle est en train de faire quoi ? Elle est vraiment incorporée à la pratique de la classe. Par exemple, sur le repérage dans le temps, j'ai des élèves qui ont beaucoup de difficultés à se repérer dans le temps, donc on avait déjà des façons de faire pour le programme de la journée, par exemple, mais c'était beaucoup plus sur de l'oral. Là, moi, j'ai vraiment pris conscience de l'importance du visuel et de l'importance de la manipulation. La loi qui vient rendre obligatoire la scolarisation des enfants en situation de handicap, elle est que depuis 2005. Ça fait déjà un petit moment, mais voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place. On va faire encore 10 minutes de ça, parce qu'il y a un changement aujourd'hui. Après la récréation, tu vas aller faire le sport avec la classe de CE1. D'accord ? Vous allez aller courir. Moi, ce qui me paraît important, c'est que les enseignants comprennent en fait qu'un enfant autiste ou un enfant TSA, TDAH, etc., il a un autre mode de fonctionnement cognitif et perceptif. Il n'a pas la même façon de percevoir les choses que moi. Et c'est de là d'où il faut partir, en fait. Et si on part de ce mode différent, on arrive à comprendre et à proposer des outils. Ça a apporté des réponses pratiques à des questionnements que je pouvais avoir. Là, le fait d'introduire ce qu'on appelle les renforçateurs, ce que nous, on appelle dans la classe les activités pour faire plaisir et pour se détendre. C'est des choses qui leur font plaisir, mais ils travaillent quand même d'autres compétences sans s'en rendre compte. Concentration, attention, mobilité des doigts. Et ça a vraiment changé la pratique de la classe parce que je voulais déjà faire en sorte que les enfants soient heureux de venir en classe et qu'ils prennent du plaisir. Mais là, avec cet outil-là, on est vraiment dans la notion de... On apprend en s'amusant. Ils savent qu'ils ont une activité plaisir qui reviendra plusieurs fois dès qu'ils ont fait leur quota de travail. Voilà, en fait, on fait ça, on prend un sablier de 3 minutes ou de 2 minutes ou de 1 minute. Voilà. Et quand le sablier est terminé, eh bien on le range et après on recommence le travail. L'expression de l'émotion est une problématique chez tous les enfants et les enseignants cherchent souvent à comprendre les comportements des enfants parce qu'ils savent de toute façon qu'ils sont liés à des émotions. Et un enfant de 6 ans, un enfant de 5 ans, un enfant même de 10 ans ne verbalise pas toujours ce qu'il ressent. On peut très bien glisser vers le malentendu, le quiproquo, entraîner quelque chose qui va perdurer forcément dans le temps et qui va faire que l'échec scolaire ou la difficulté scolaire est là. Donc ça les intéressait aussi, les enseignants, de voir qu'on traitait les émotions. Ça nous fait calmer un petit peu et ça nous détend. On utilise le sablier, ils savent qu'ils entendent, d'autant comme ça il n'y a pas de frustration en même temps. Ça nous évite des crises aussi, parce que les enfants, là, Smileys ne parlons pas, elle pourrait dire c'est pas juste, je voudrais faire plus. Donc avec le sablier, elle sait qu'il lui reste tant de temps. Quand le sablier est fini, on arrête la tablette.
Très bien. À la base, ces renforçateurs sont accompagnés d'un profil d'élèves, puisque on s'est rendu compte que pour les enfants autistes, donc il y en avait qui étaient plus visuels, d'autres plus kinesthésiques, qu'il y avait les différents sens étaient plus ou moins mis en alerte selon les enfants. Sauf que ça, ce sont des ergothérapeutes qui les établissent, ces profils-là, ces profils sensoriels. Mais par contre, dans la mesure où c'est des enfants qui choisissent leurs outils renforçateurs, naturellement, ils vont se tourner vers des choses qui leur parlent, qui leur font du bien et qui donc vont les aider à se concentrer. Et là, franchement, l'année dernière, quand j'ai eu la mallette, j'avais que 8 élèves. Là, cette année, j'en ai 13. Ça pourrait être complètement explosif, surtout qu'ils ont vraiment des profils très différents. Là, le fait qu'on puisse individualiser comme ça, ne serait-ce que par le choix de ces objets, voilà, ça contribue à un climat serein et positif dans la classe. Quand ça sonne, il faut venir tout de suite. C'est une mine d'or. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que j'applique avec Maëlys. En plus, c'est facile. Oui. Et l'enfant rentre vite dans le jeu et prend possession du matériel. Alors, rouge. À toi. Voilà, bravo. Le but de la tablette, c'est surtout aussi de lui faire répéter les mots au niveau du langage et puis de lui faire bien positionner la langue, et les joues et d'essayer d'arriver à ce qu'elle dise les mots le mieux possible, mais en répétition dans le temps. On fait ça ça se fait pas de suite, quoi. On a besoin de répéter toutes les choses, il faut que tout soit rythmé. La vache, cherche la vache. Il y a énormément d'applications sur la tablette et de petits logiciels sur l'ordinateur. Et il y a des choses, alors pareil aussi, tout l'univers Makaton, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai zéro formation. Mais rien du tout, enfin, je n'en avais pas entendu parler avant que ça émane d'un élève dont l'orthophoniste utilisait cette méthode-là, cette technique-là. Et puis là, avec la mallette, parce qu'on a des classeurs Makaton, on a des logiciels Makaton dans le... Voilà. Et donc effectivement, on s'en empare, mais on est dans le tâtonnement. Donc s'il n'y a pas le va-et-vient avec les responsables de l'association, et il y a une éducatrice aussi qui est disponible par téléphone, qui peut venir dans la classe. Donc c'est vrai que cette mallette, si elle est utilisée de manière pertinente au sein de la classe, on pourrait imaginer qu'elle soit reprise avec les parents, et je pense que ça serait un outil vraiment intéressant pour partager, pour échanger, pour établir un partenariat qui est, on le sait, souvent très compliqué à mettre en place entre les différents professionnels qui interagissent avec l'enfant et les parents. Donc ça pourrait être, je pense, vraiment un outil intéressant pour l'enfant, mais aussi pour travailler le partenariat enseignant et famille. Alors, je reviens juste sur l'exemple de Maëlys, ça a des répercussions sur sa famille, parce que clairement, il y a cette difficulté de rentrer en communication avec Maëlys qui est présente depuis de nombreuses années. Il y a eu des essais, elle a appris la langue des signes notamment, sauf qu'elle ne veut plus du tout en entendre parler, parce que pour elle, elle veut parler. Elle veut réussir à parler, et donc là justement la famille est en train de chercher une orthophoniste, et à trouver normalement, qui est formée Makaton. Okay. Encore une fois, un professeur lambda, il serait obligé de faire ça chez lui s'il n'avait pas la mallette. Moi j'ai vu les professeurs faire, certains, monter les emplois du temps, faire des étiquettes sur Scratch et tout ça, quand c'est vraiment... Voilà, il faut prendre le temps, mais tout le monde ne le fait pas. Oui, Mathéo. Moi, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'il y ait des enfants qui ne sont pas pris en charge, et puis quand vous les prenez à l'école et que vous commencez à vous intéresser, et en utilisant la mallette, et que vous voyez qu'ils font des efforts, vous dites que si ça avait été mis en place dès le départ, à 9 ans, ils parleraient. Outre les enseignants et donc tout le système éducatif, qui dit éducatif dit école, mais ne dit pas que école, puisqu'on continue d'apprendre à la maison.
tout le temps. Donc c'est assez intéressant de voir que ces outils-là sont utiles aussi aux parents. Parce que beaucoup de parents cherchent à être de bons parents et comment être de meilleurs parents. C'est vraiment un leitmotiv pour l'ensemble des parents. Alors Sarah n'est pas, elle a le syndrome d'Angelman. Hein. Mon mari est allé aux rencontres sur la maladie de ma fille et là il a eu une présentation du POD. Parce qu'en fait ce sont des mamans d'enfants Angelman qui ont importé cet outil en France. Et là il y avait Camille avec son POD. Sarah s'est jetée sur le POD de Camille. De toute façon maintenant tous les mercredis elle se jette sur le POD de Camille. Et là, j'ai demandé si c'était un pod, donc on m'a dit oui. Et c'est là que Virginie et Jocelyne m'ont dit, écoute, on pense mettre à votre disposition une mallette. Souvent, en fait, on a acheté des choses inutiles que Sarah n'exploitait pas, qui n'étaient pas en fait du tout adaptées à Sarah finalement. Donc bon, c'est quand même. Ou que nous on ne savait pas utiliser, mais en tout cas l'utilisation qui était prévue n'était pas du tout adaptée à Sarah. Et la mallette nous a donné effectivement des idées de jeux que l'on pouvait vraiment exploiter avec Sarah. Si on n'a pas les bons outils, c'est très compliqué d'interagir de manière optimale avec elle. Alors évidemment, il y a des degrés de sévérité qui sont plus ou moins importants, il y en a avec lesquels c'est plus simple, mais globalement, voilà, il y a des particularités. Pour pouvoir s'ajuster au mieux à ses enfants, il faut des outils. Depuis le début de la semaine, elle le joue aux puissance 4. Alors ça l'a fait jouer, mais ça l'a fait aussi progresser. Puisque tous ces jeux, en fait, on voit bien que ça lui fait travailler la motricité fine. Donc ça l'oblige quand même à manier comme ça des différents objets. Et à travers le jeu, bien sûr, le but c'est quand même aussi qu'elle progresse au niveau de sa motricité fine. Donc elle prend plaisir et ça la fait progresser. Donc c'est vraiment... tout le monde est gagnant et c'est vraiment... Elle est contente, on est content. On arrive à jouer avec elle calmement, tranquillement, se poser. Enfin, on arrive à faire des choses. Faire des activités tout simplement, ce qu'on n'arrivait pas à faire avant. Moi, vraiment, pour moi, il y a un temps avant la mallette et un temps après. C'est clair, c'est quelque chose qui a apporté énormément. C'est une évidence. On s'est aperçu que Sarah, en fait, tenait beaucoup au visuel. C'est ce qui marchait très bien avec Sarah, toutes les images, les pictos. Et nous, on ne le savait pas. On ne le savait pas, tout simplement. Le tableau, il se décompose en plusieurs parties. Là, ce sont les activités qu'on peut lui proposer de faire ensemble. Et là, c'est pour avoir des moments où elle joue toute seule, où elle fait une activité toute seule, en général dans sa chambre. Donc, elle peut avoir la télé, YouTube. Elle sait, en se levant, grâce à l'imagerie qui est ici, elle sait qu'aujourd'hui, il y a école, qu'on est lundi, par exemple, qu'il y a école. Ensuite, l'enchaînement, bon, maintenant, elle commence à le connaître. Ça nous aide à lui montrer, voilà, maintenant, c'est l'heure de la salle de bain, on se prépare pour l'école. Et du coup, elle le fait, elle est volontaire. Au lieu que ça soit une crise, non, je suis bien dans mon fauteuil, je suis très bien ici, je ne veux pas bouger. Et tout ça, c'est quand même, je pense, c'est quand même rassurant pour elle. Je me suis imaginé à sa place. Je me lève le matin, je ne sais pas ce que je vais faire de la journée. J'ai aucun. C'est angoissant. C'est quand même angoissant d'avoir aucun repère, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va faire jusqu'au soir. Et on s'est aperçu et on a compris que grâce aux outils de la manette. Ouais. Cet été, elle m'a dit école quand. Et je pensais pas que ma fille elle pouvait se poser ce genre de questions. On va faire stop? Ouais, stop. Hein? Oui, stop. Et oui, c'est fini, oui. Vous avez l'habitude? J'avais, il y a une dizaine d'années, suivi une formation avec un pédopsychiatre. Et là, il avait présenté tout ça, les pictogrammes, les séquences, le sens de lecture. Quand une action est faite, on enlève le scratch, le pictogramme, on le met dans une boîte, c'est fini, on n'en parle plus. Et on avait plein de problèmes aux toilettes, l'autonomie, la douche, etc. Et du coup, j'avais voulu me saisir de tout ça, mais le problème, c'est que j'étais pas accompagnée. Donc le problème, c'est que de le faire toute seule à la maison, au bout d'un moment, on s'épuise. Je suis esclave.
est parent d'un enfant différent, c'est qu'on est plus simplement parent. On est prof, nous aussi ça nous demande de développer énormément de choses, finalement, de capacités. Et il faut être aidé à un moment donné. Heureusement qu'on a été aidé. Donc l'intervention d'une éducatrice, c'est comme ça que spécialisée, et qui nous a expliqué aussi, certes il y a des outils de la mallette, mais qui nous a expliqué la méthode, comment se servir de la mallette. Effectivement, les outils sans avoir les conseils en parallèle, effectivement, on aurait peut-être mis plus de temps, plus de difficultés à pouvoir les mettre en œuvre. Sincèrement, ça m'a permis de comprendre comment fonctionne quand même Sarah, quoi. Quel est son fonctionnement un petit peu à elle, quoi. Et c'est bien parce que son petit frère, ça l'intéresse beaucoup, et lui aussi, ça lui permet de comprendre pourquoi sa sœur agit comme ça, enfin voilà. Que si elle fait ça, mais c'est pas, c'est pas de sa faute, et que voilà. Au début, je dis que si elle veut, par exemple, regarder l'ordinateur, ou soit elle veut lire un livre, ou elle veut que je lis un livre. Et si elle ne comprend pas, je vais prendre les pictos, j'ouvre le cahier et je prends les pictos et je vais demander à Julie, est-ce que tu veux faire ça ou ça? Et elle me montre avec son doigt et du coup, elle me comprend mieux. L'éducatrice spécialisée qui intervient auprès de Julie à la maison, ça nous a permis de relancer tout ça, tous ces outils, tout ce qu'on peut trouver dans la mallette, tous les pictogrammes. Mais ça nous a permis aussi d'être la professionnelle qui allait pouvoir faire le lien entre nous et les institutions. Et du coup, j'ai l'impression que même nous, quand on dit quelque chose, on s'est mieux pris en compte parce qu'ils savent qu'on est pour les... Oui. Mais le but, c'est de faire en sorte que l'enfant devienne le plus autonome possible en fonction de ses capacités. Et donc, tous ces pictos-là, ça permet autant à nous de donner des consignes qu'à lui de demander des choses. Et par exemple, là, pour le lavage des mains, il y a beaucoup d'actions. Et le but, ça va être peut-être d'en enlever au fur et à mesure selon l'autonomie que la personne peut développer. Le but, c'est que nous, on disparaisse et qu'il n'y ait plus besoin d'un adulte derrière pour qu'il puisse faire les choses. Chez le docteur, elle a parlé. Le docteur était étonné. On était allé acheter un cadeau pour un anniversaire, elle était invitée à un anniversaire, et donc elle a commencé à dire au docteur qu'elle allait à un anniversaire, qu'elle avait acheté un cadeau, qu'elle allait faire la fête. Et elle était contente. Et puis le docteur était content, et elle était très contente. Bon, quand elle a été hospitalisée, c'est pareil. Elle me montrait train, faire rouler, train, faire rouler. Et je comprenais pas. Et j'ai une amie qui est venue le lundi, puis elle me dit « Oh, t'entends le tramway ?» Aïe. Et en fait, elle entendait le tramway, sauf qu'elle ne pouvait pas se lever, donc elle ne pouvait pas me montrer. Et moi, j'avais rien compris. Et voilà. Maintenant, voilà, on est tous sur la même longueur d'onde, et puis on voit qu'elle est contente. Elle est vraiment contente, et nous aussi d'ailleurs. Mais mais sincèrement, on est vraiment, on est heureux de la voir, et puis ça va, je pense, lui permettre de progresser, et peut-être pour plus tard aussi d'apprendre à faire des choses. Le but quand même ultime, c'est non seulement qu'elle puisse communiquer avec nous, mais bien sûr qu'elle puisse transporter son poids, puisqu'on voit que c'est fait pour être amené normalement partout. Et qu'elle puisse aussi communiquer avec d'autres personnes, qu'elle puisse exprimer ses besoins, ses envies, qu'elle puisse communiquer tout simplement.